pour terminer. Il a levé la main. Est-ce que, bon, peut-être qu'il a des difficultés de connexion. Nous allons commencer. Merci déjà pour les diverses présentations. Comme je l'ai dit en entame, ce sont des éléments pour aider les formateurs afin de savoir quel est le registre qu'il va utiliser pour que chacun vraiment puisse se sentir à l'aise. En introduction, avant de me présenter, je voudrais situer le contexte de cette formation-là. C'est un cabinet de formation beaucoup plus en ligne qui s'est spécialisé dans deux domaines. Dans le domaine de management de projet, suivi et évaluation et dans le digital et la communication. Ici, c'est le volet management et suivi et évaluation dont je suis l'expert. Au niveau de la communication aussi, on a un autre expert. Et cette formation s'inscrit dans le cadre d'un parcours de compétences que nous avons démarré depuis, je vais dire, fin janvier, début février. Donc, c'est depuis 6 mois que nous sommes en train de dérouler cette formation au cours de laquelle nous avons eu à dérouler 10 modules. C'est notre 10e module. Disons que c'est le dernier module. Donc, ceux-là, ils ont leur 10e promotion. Ils vont terminer normalement à la fin de ce mois. Et déjà, début septembre, nous allons démarrer avec la 7e promotion. Chaque année, nous avons 2 sessions euh, par semestre. Donc, la première session, c'est le premier semestre que nous avons terminé. Et maintenant, nous allons entamer avec le deuxième semestre avec une autre vague. Donc, voilà un peu le cadre dans lequel s'inscrit cette formation. Ce n'est pas une formation pour pouvoir former comme on a l'habitude de le voir, mais ça s'inscrit dans un parcours de compétences. Mais soyez tranquille, ça ne veut pas dire parce que vous n'avez pas suivi les 9 autres, vous n'allez pas comprendre ici. Généralement, on fait quand même des petits rappels et aussi les différents cours sont déroulés de telle sorte que vous puissiez vraiment adapter non seulement aux activités que vous menez et aussi aux ambitions que vous vous donnez par rapport à cette formation. Donc, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Jacques Tayora, je suis béninois et je réside à Parakou. Je suis à Parakou. Donc, je suis spécialiste en management de projets et programmes, expert en suivi, évaluation et capitalisation. J'offre des consultations même en direct. Je travaille avec plusieurs entreprises pour des consultations en matière de suivi, évaluation, implémentation des outils de capitalisation et de suivi d'évaluation que j'aurai le temps de présenter au cours de cette formation-là. Je suis aussi spécialiste en coaching, mentorat et développement des relations d'affaires. Donc, entre que ça soit dans le milieu agricole où j'ai beaucoup plus d'expérience que le milieu entreprise classique. Je suis aussi consultant indépendant. Donc, j'offre des consultations en matière d'études, de facilitation, formation, coaching, mentorat, renforcement des capacités et aussi suivi évaluation. Donc, voilà un peu ce que je peux dire sur ma présentation. Maintenant, pour pouvoir commencer, pour ceux-là qui se sont connectés pour la première fois, les formations sont généralement des moments de partage de connaissances, de partage d'expériences, hein, de partage de cas pratiques du vécu et ensemble nous réfléchissons sur ces différents points et afin de pouvoir apporter les diverses solutions à toutes vos interventions. Donc, j'aurai quelques minutes pour pouvoir exposer le contenu d'aujourd'hui que j'ai présenté déjà dans les publications. Et après cela, vous allez poser des questions s'il y en a. Vous allez partager avec moi vos expériences et vos S'il vous plaît, interventions. monsieur Jacques, si vous pouvez augmenter un peu le volume, on vous entend un peu faiblement. Ok. On vous entend un peu faiblement. Vous m'entendez maintenant? C'est bon maintenant? Oui, oui, voilà. Oui, Ok. c'est bon maintenant. Ok. Merci.
Monsieur Ossénior va couper d'abord votre micro pour que ça ne fasse pas trop de bruit, afin que les autres de l'autre côté, quand on coupe le micro, vous pouvez toujours m'entendre. Donc, c'est quand vous voulez réagir, vous allez activer votre micro. Alors, comme je le disais, c'est vrai, la réaction des uns et des autres m'a tant étonné parce que en matière de redevabilité, apprentissage et capitalisation de projets, on n'en parle pas trop, alors que ce sont des éléments vraiment très pertinents. Suite à mes différentes présentations, vous allez certainement mesurer un peu l'enjeu de la redevabilité, de la capitalisation et aussi de l'apprentissage. Donc, pour nos modules, j'avais oublié de le préciser au départ. Pour chaque module, nous avons normalement 2 jours de cours gratuits, c'est-à-dire où tout le monde peut participer, où on donne des bases, où on permet aussi aux uns aux autres de jauger aussi de la capacité de nos formateurs, de permettre aussi aux uns aux autres d'avoir une idée de ce qui va se passer quand ils vont payer la formation. Mais exceptionnellement pour cette formation, nous ne pourrons pas faire 2 jours compte tenu du retard et la 7e promotion qui s'impatiente déjà. Nous allons faire une journée. Donc uniquement aujourd'hui sera gratuit, mais à partir de demain, seuls ceux-là qui auront souscrit pour le module pourront suivre le module jusqu'à la fin. Aujourd'hui, c'est gratuit pour tout le monde. Alors, quel est l'objectif de ce module? Qu'est-ce que nous aurons à voir pendant ces 12 jours? Premièrement, l'objectif poursuivi, c'est de vous amener à comprendre les principes fondamentaux de la redevabilité et de leur importance dans la gestion de projet. Deuxième, c'est d'acquérir des outils pratiques pour la mise en œuvre de mécanismes de redevabilité, d'apprentissage et de capitalisation. Nous aurons à parcourir plus de 15 outils pratiques 15 outils pratiques au cours de cette formation. Nous aurons aussi, ça c'est des outils conçus en milieu réel, des outils qui ont été déjà testés aussi en milieu réel, qui ont été même déjà homologués par certains projets, que ce soit au Bénin, que ce soit en Europe. Je vais prendre ce temps-là et faire des précisions sur ces différents outils. On va voir aussi les outils automatisés. Aujourd'hui, il y a des plateformes sur lesquelles il suffit de vous inscrire qui vous aident vraiment à faire un travail sérieux, qui vous aide à faire un certain nombre d'analyses à votre place. J'aurai à partager la liste et les liens de ces plateformes-là qui vont vraiment vous aider à vraiment être très efficace en matière de redevabilité, apprentissage et puis capitalisation de projets. Le troisième objectif que nous poursuivons à travers ce module, c'est de vous amener à apprendre à capitaliser, vous amener vous donner cette compétence-là pour pouvoir capitaliser d'abord une expérience. Nous allons voir comment on capitalise une expérience. C'est vrai que dans le module de management de projet, pour ceux-là qui l'ont suivi, on a vu. Ici, j'aurai plus de temps pour aller en profondeur. Et je vais ajouter ici comment on capitalise maintenant pour tout le projet. Donc, capitaliser une expérience et capitaliser maintenant tout le projet. Comment capitaliser? On appelle ça la capitalisation de la performance de projet. Comment le faire de manière pratique? Nous allons le voir au cours de cette formation. Quatrième objectif poursuivi, c'est de vous apprendre comment développer une culture d'apprentissage dans le cadre de projet, donc pour promouvoir l'amélioration continue. Et enfin, c'est vous apprendre comment on met en place un processus de suivi et évaluation pour la capitalisation de la performance. Beaucoup de personnes confondent le suivi-évaluation classique en matière de gestion de projet et le suivi-évaluation pour la capitalisation de la performance. Donc, on aura à voir ces différents éléments au cours de cette formation et comment d'abord on conçoit ces outils et comment on les met en place, on fait le suivi et tout ce qu'il faut faire autour de ces différents éléments feront vraiment l'objet de cette formation. Comme prérequis, c'est que vous devez avoir un minimum de formation en management de projet et aussi de suivi et évaluation. Donc, je vais prendre quelques 10 minutes pour revenir sur quelques éléments fondamentaux sur le suivi et évaluation. Ça va permettre à nos amis qui ont commencé depuis février
de pouvoir un peu se rappeler d'un certain nombre de choses afin que nous puissions vraiment comprendre cette formation. Les méthodes que nous allons utiliser, il y aura des questions d'évaluation continue, nous aurons des études de cas, nous aurons des canevas de plans d'action qu'on va mettre, nous aurons aussi une évaluation que nous faisons à la fin pour pour les 9 modules passés. Ceux qui ont suivi sont là. Il y a une évaluation théorique que vous faites d'abord en ligne et en plus une évaluation pratique que vous faites et on vous donne une semaine pour réfléchir sur le sujet et après on corrige et vous avez la note. Bon, ceux-là qui, le public, il y a des étudiants, les suivis évaluateurs, etc. Et la méthode que nous allons utiliser, c'est une méthode participative. Nous allons travailler ensemble. Il y aura des présentations qu'on va faire, il y aura des outils qu'on va mettre à votre disposition. Comme je l'ai dit, des plateformes que je vais partager avec vous et vous montrer comment on l'utilise. Et c'est vrai qu'il y a des plateformes payantes et des plateformes gratuites. Je vais vous montrer comment les choses marchent en son temps. Alors, ce cours contient exactement 6 modules que nous allons voir. Premièrement, quelques rappels sur le suivi évaluation. Deuxièmement, une introduction sur la redevabilité après tressage capitalisation. Troisième module, nous allons voir comment on met en œuvre une redevabilité dans un projet. Le quatrième module, c'est la culture d'apprentissage dans le projet. Le cinquième module, c'est la capitalisation de projet, pourquoi et comment. Au niveau de chaque élément, on va partager les outils qu'il faut utiliser. On va aussi, au niveau du module 5, je vais vous apprendre comment on prépare un atelier de capitalisation, comment on conduit un atelier de capitalisation, qu'est-ce qui se fait après un atelier de capitalisation. Et tout ceci sera basé sur des cas réels, des vécus, des expériences que nous avons déjà eues avec un certain nombre de projets qu'on va partager avec vous. Et on va faire aussi des simulations ensemble avec vous pour vous amener à comprendre et à mieux utiliser ces différents outils. Ça va faire objet de plusieurs exercices et cas pratiques que nous aurons à faire à ce niveau. Et enfin, nous allons prendre les 5 thèmes, nous allons les confronter en termes d'objectifs, en termes d'analyse. Et cela, à ce niveau, c'est là que je vais partager avec vous les canevas de fiches de capitalisation d'expérience, vous l'expliquer, les fiches de capitalisation de projet, vous l'expliquer. Et nous allons terminer par le plan de capitalisation. C'est quoi un plan de capitalisation? Comment on l'élabore? Quand on l'élabore? Quels sont les outils qu'on implémente à ce niveau pour pouvoir mettre en œuvre ce plan de capitalisation. Donc voilà un peu ce que nous aurons à apprendre pendant 12 jours. Je sais que le temps est un peu serré, mais on va voir comment on va gérer parce que la 7e promotion doit impérativement démarrer en septembre. On va voir si on n'a pas pu terminer dans les 12 jours. On va voir comment on va agencer nos programmes de telle sorte qu'on puisse finir dans le temps. Donc voilà un peu ce que nous aurons à faire. Alors, nous allons démarrer avec le module 1, quelques rappels sur le suivi-évaluation. Quand on parle de suivi-évaluation, il y a des éléments qui doivent sonner directement. C'est quoi? C'est activité, c'est résultat, c'est objectif spécifique, c'est plus objectif général. Je fais rapidement cette virgule. Ce n'est pas, ne vous fatiguez pas à vouloir recopier ce qui s'affiche, mais prêtez-vous à chercher à comprendre et si vous avez des questions, vous notez. Je suis en train d'enregistrer, donc quand nous allons finir, je vais partager le contenu sur notre chaîne YouTube et là, vous aurez le temps peut-être de noter parce que quand on cherche à recopier tout ce qui passe à l'écran, parfois on perd le fil. Je vous appelle à avoir une écoute attentive et puis noter les questions. Le contenu, vous l'aurez à la fin sur notre chaîne YouTube. Merci. Donc, je disais, en matière de suivi et évaluation, il y a des éléments clés. Vous allez voir, il y a des formations, on dit SERA, c'est-à-dire suivi, évaluation, redevabilité et application et apprentissage. D'autres, vous allez entendre 1000. D'autres, vous allez entendre. Donc, il y a plusieurs termes qu'on utilise, mais pour moi, je pense que par des expériences de terrain, par des expériences que j'ai tirées à travers les consultations et autres, je trouve que faire un cours
cumuler suivi, évaluation, apprentissage, redevabilité jusqu'à la capitalisation, c'est difficile et c'est lourd à comprendre. C'est deux choses qu'on doit séparer. Le suivi, évaluation, l'apprentissage et la capitalisation. Bien vrai que c'est la même personne qui s'occupe de ça dans un projet, mais en termes d'apprentissage, c'est-à-dire pour apprendre ça à quelqu'un, quand on met les 5 ensemble, ça devient lourd. Il faut les séparer. Voilà pourquoi ici, nous avons fait deux modules différents, suivi, évaluation à part, et puis redevabilité, apprentissage et capitalisation à part. Donc, sur les éléments de suivi, évaluation, quand nous prenons une activité, un résultat, les objectifs spécifiques et l'objectif général, c'est ça qu'on appelle en matière de gestion de projet la logique d'intervention de projet. Vous ne pouvez pas dire que vous êtes gestionnaire de projet, que vous gérez un projet, mais que vous travaillez dans un projet sans savoir ce qu'on appelle la logique d'intervention du projet. En d'autres termes, c'est la colonne vertébrale du projet. Ça veut dire que si la logique d'intervention du projet est mal rédigée, est mal formulée, c'est que le projet ira forcément dans le décor. Parce que c'est à ce niveau que nous allons voir clairement les activités, clairement les résultats, clairement les objectifs, clairement l'objectif spécifique et l'objectif général. Et vous allez voir, il y a souvent un lien de causalité entre ces quatre niveaux. En matière de gestion de projet, lien de causalité, ça veut dire quoi? Ça veut dire quelle est la conséquence d'un acte qu'on pose sur un échelon donné. Ça veut dire quoi? Est-ce que les activités que nous menons là vont nous permettre d'atteindre les résultats, puisque le niveau le plus élevé des activités, c'est le résultat. Et après les résultats, nous avons les objectifs spécifiques et après, nous avons l'objectif général. Est-ce que l'ensemble des activités que nous menons vont nous permettre d'atteindre les résultats? Si oui, c'est qu'il y a un lien de causalité entre les activités et les résultats. Certains vont parler de lien de cause à effet, c'est la même chose. Lien de causalité, lien de cause à effet, c'est la même chose. Donc, est-ce qu'il y a un lien de causalité entre les résultats et les objectifs spécifiques et entre les objectifs spécifiques et les objectifs généraux ou bien l'objectif général? Là, dans ce cas, on va dire que nous avons une logique d'intervention. Donc, les activités, par définition, ce sont des actions concrètes que l'on doit entreprendre pour atteindre un résultat donné. Donc, si nous voulons avoir un résultat, c'est qu'il faut qu'on mène des activités. Si nous voulons atteindre un résultat, il faut mener des activités. Si nous voulons que nos résultats contribuent à un objectif spécifique, c'est qu'il faut travailler à ce que ces résultats-là soient atteints. Ainsi de suite jusqu'au dernier échelon. Donc, voilà un peu ce qu'il faut retenir à ce niveau. En matière de gestion de projet, le premier élément sur le volet suivi-évaluation, le premier élément, c'est de maîtriser ce qu'on appelle la logique d'intervention du projet. Et c'est ça que je viens de vous expliquer. Donc, la logique d'intervention du projet, on peut retenir que c'est un ensemble d'éléments clés qui ont un lien de causalité entre eux. C'est-à-dire, est-ce que les activités atteignent les résultats? Est-ce que les résultats nous permettent les résultats contribuent aux objectifs spécifiques? Est-ce que les objectifs spécifiques contribuent aussi à l'objectif général? Donc, voilà un peu comment ça se passe. Dans certaines écoles, vous allez entendre, on parle d'activités. Les résultats, ce sont les résultats qu'on appelle encore objectifs intermédiaires. Donc, quand vous entendez objectif intermédiaire du projet, on vous parle des résultats. Quand vous entendez objectif immédiat du projet, on vous parle des objectifs spécifiques. Donc, voilà un peu, je voudrais attirer votre attention sur ces éléments pour que ces jeux de mots-là ne vous embrouillent pas. Ensuite, le deuxième élément, j'ai bien précisé que ce sont des rappels. Le deuxième élément, c'est quoi? Ce sont les indicateurs. Un indicateur de projet est très, très important. L'indicateur de projet, c'est l'unité de mesure. C'est ça qui vous permet de savoir est-ce que vous avancez, est-ce que vous reculez, est-ce que ça va, est-ce que ça ne va pas, est-ce que vous êtes dans la bonne direction, est-ce que vous n'êtes pas dans la bonne direction. Ce sont les indicateurs qui vous permettent de pouvoir savoir cela. Et c'est un gros défi dans la gestion de projet de les déterminer. Parce que si vous déterminez mal les indicateurs, c'est que vous irez aussi dans les décors.
parce que chaque indicateur est relié à un niveau de la logique d'intervention du projet. C'est-à-dire au niveau des activités, on va parler d'indicateurs d'activité. Au niveau des résultats, on va parler d'indicateurs de résultats. Au niveau des objectifs, on va parler d'indicateurs d'objectifs. Donc, chaque indicateur est relié à un niveau donné. Donc, pour pouvoir les formuler, il y a 4 défis. Le premier défi, c'est le choix des indicateurs. Parce que sur le libellé d'une activité, on peut avoir plusieurs indicateurs. Donc, à nous de savoir, en regardant les résultats qu'on doit atteindre, quels sont les indicateurs pertinents que nous pouvons choisir. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément pour pouvoir choisir, c'est la disponibilité des données. Si vous prenez un indicateur et que vous ne poussez pas l'analyse, c'est qu'avec le temps, vous allez constater que pour collecter les données, pour alimenter ces indicateurs, c'est vraiment très compliqué. Voilà que vous avez déjà déboursé de l'argent, vous ne pourrez plus faire marche arrière. Donc, avant de choisir un indicateur, c'est qu'il faut aussi prendre en compte la possibilité de pouvoir collecter les données pour pouvoir nourrir cet indicateur. Autre chose, troisième élément, c'est l'évolution du contexte. Parce qu'on peut formuler un indicateur aujourd'hui pour un projet de 5 ans et à la deuxième, à la troisième année, on se rend compte en fait qu'on s'est trompé sur l'indicateur. Donc, si on ne pousse pas l'analyse pour voir est-ce que l'indicateur pourrait changer avec le temps, surtout de manière significative. Si c'est de manière significative, il faut réfléchir encore. Et c'est là, un peu plus loin, on va le voir au niveau du cas logique, les hypothèses. C'est là qu'on va formuler des hypothèses pour pouvoir contrôler ces indicateurs-là. Au cas où l'environnement changeait, qu'est-ce qu'on fait? Et enfin, la troisième dimension qu'il faut prendre en compte, c'est l'interprétation. Est-ce que l'indicateur est facilement interprétable? Est-ce qu'on peut facilement interpréter l'indicateur? Donc, voilà un peu les éléments qu'il faut prendre en compte pour pouvoir choisir de très bons indicateurs. Si vous prenez des indicateurs dont on ne peut pas collecter, donc c'est grave. Donc, après, on va dire que vous n'avez rien fait. Donc, il faut vraiment tenir compte de la possibilité de collecter ces données, de la possibilité de contrôler ces indicateurs au cas où l'environnement changeait et de la possibilité de pouvoir interpréter facilement ces indicateurs. En termes de type d'indicateurs, nous avons plusieurs types, mais c'est selon les critères donnés. Nous avons selon leur nature, selon leur fonction et selon le moment. Selon leur nature, nous avons deux, c'est-à-dire les indicateurs quantitatifs et les indicateurs qualitatifs. Les indicateurs quantitatifs, ça a trait aux chiffres. Quand on dit par exemple le nombre d'écoles, le nombre de bénéficiaires formés, le taux de couverture, le pourcentage. Vous voyez, ça, c'est des éléments, c'est des chiffres qu'on manipule. Ça, on appelle ça des indicateurs quantitatifs. Qualitatifs, les indicateurs qualitatifs, ce sont des éléments d'appréciation. C'est aussi des unités de mesure, mais plus subjectifs, donc qui sont souvent utilisés pour évaluer la qualité. Par exemple, les témoignages, la satisfaction, par exemple, d'une partie prenante, le niveau de compréhension et la qualité perçue. Donc, voilà un peu les éléments d'appréciation. Donc, quand on dit les indicateurs selon la nature, soit c'est des indicateurs quantitatifs, soit c'est des indicateurs qualitatifs. Selon leur fonction, nous avons trois. Les indicateurs de mise en œuvre, c'est ça qu'on appelle les indicateurs d'activité. Nous avons les indicateurs de résultats qui sont liés aux différents résultats qu'on appelle, je l'ai dit tout à l'heure, les objectifs immédiats aussi. Nous avons les indicateurs d'impact, donc qui sont les indicateurs à long terme, donc on utilise aussi souvent. Selon le moment de mesure, nous avons ce qu'on appelle les indicateurs de base. Les indicateurs de base, c'est le niveau d'appréciation avant l'intervention du projet. Je prends un exemple. On veut, par exemple, former des femmes sur les méthodes contraceptives dans une communauté. Je prends par exemple à Parakou. Avant que le projet ne commence, il faut qu'on fasse un sondage pour voir parmi les femmes à Parakou, combien de femmes maîtrisent déjà ces méthodes. On suppose qu'il y a 10 000 femmes à Parakou. Et après le sondage, on a remarqué qu'il y a 2 000 qui connaissent déjà les méthodes qu'on veut appliquer. Donc, nos données de base, ça sera 2 000. Donc, notre indicateur de base, c'est ça. Donc, les indicateurs de base, ce sont les indicateurs qu'on détermine avant de démarrer le projet. Et c'est important parce que ça nous permet,
quand on va finir le projet, de pouvoir faire une comparaison. On était à 2000 femmes qui maîtrisaient. Après l'intervention du projet, après 5 ans peut-être, on est peut-être à 8000. Donc, vous voyez, ça nous permet d'apprécier. Donc, on va faire 8000 moins 2000, ça fait 6000. Ça veut dire que notre projet a permis de pouvoir former 6000 femmes. Donc, les indicateurs de base nous permettent de pouvoir apprécier les résultats que nous avons eus à la fin. Ensuite, nous avons les indicateurs de suivi. Ça, c'est des indicateurs que nous avons pendant le projet. Donc, pendant le projet, tous les indicateurs qui seront, tous les éléments que nous allons collecter pour pouvoir nourrir les indicateurs, ces indicateurs, on va les appeler, c'est des indicateurs de suivi parce que là, c'est pendant le projet. Maintenant, les indicateurs d'évaluation, c'est les indicateurs à la fin du projet. J'ai parlé tout à l'heure de 8000 femmes formées. Ça, par exemple, c'est des indicateurs d'évaluation. Nous avons les indicateurs de base. On fait la différence. C'est ça qui va nous permettre de pouvoir savoir est-ce qu'on a évolué, est-ce que la situation a changé, est-ce que la situation perdue, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, c'est très important de maîtriser cela. Alors, certainement, vous posez la question, quelle est l'importance des indicateurs alors pour la redevabilité, l'apprentissage et la capitalisation? Est-ce qu'on ne peut pas se passer des indicateurs? Attention, si vous passez des indicateurs, il n'y a pas de redevabilité, il n'y a pas d'apprentissage, il n'y a pas de capitalisation. En matière de redevabilité, les indicateurs garantissent que les parties prenantes, s'il vous plaît, veuillez couper votre micro. Voilà, merci. Les indicateurs garantissent que les parties prenantes peuvent rendre compte des progrès réalisés. N'oubliez pas qu'on a dit que les indicateurs, ce sont des unités de mesure qui nous permettent d'apprécier les progrès du projet. Est-ce qu'on avance? Est-ce qu'on recule? Est-ce que? La redevabilité va nous appeler à rendre compte. Et si nous voulons rendre compte, nous rendons compte, on rend compte de ce qu'on a fait, on rend compte de ce qu'on a géré, on rend compte des actions qu'on a eu à poser. Donc, pour pouvoir rendre compte, c'est qu'on doit apprécier nous-mêmes ce qu'on a fait pour pouvoir mieux rendre compte. Et on va apprécier sur la base de quoi? Forcément sur la base des éléments d'appréciation qui sont des indicateurs. Donc, le rôle de l'indicateur ici dans la redevabilité, c'est de vous permettre de pouvoir rendre compte des progrès réalisés et des résultats obtenus par rapport aux engagements pris. Qu'est-ce qu'on a dit qu'on va faire par le projet? Qu'est-ce qu'on a fait? Pourquoi ça n'a pas marché? Pourquoi ici ça a marché? Qu'est-ce qu'on peut retenir dedans? Voilà des éléments. Au niveau de l'apprentissage, les indicateurs facilitent l'apprentissage tout au long du projet en permettant du moins aux équipes de comprendre ce qui a fonctionné, ce qu'on doit ajuster et ce qu'on doit améliorer. Et au niveau de la capitalisation, c'est beaucoup plus la documentation. Les indicateurs vont nous permettre de pouvoir documenter. Donc, en termes d'importance, nous avons la transparence, la responsabilité et la communication. Au niveau de l'apprentissage, l'identification des succès et des échecs, l'adaptation en temps réel, le renforcement des capacités. Au niveau de la capitalisation, les indicateurs vont nous permettre de collecter des bonnes pratiques, d'avoir des réflexions stratégiques sur ce qui a marché, ce qui n'a pas marché, ce qu'il faut ajuster, tout ceci. Et aussi, ça va nous permettre de pouvoir apprendre un certain nombre de leçons pour pouvoir améliorer les processus futurs, c'est-à-dire les projets futurs. Les hypothèses en matière de suivi-évaluation. Suivez très bien ma logique, s'il vous plaît. Au début, nous avons pris le temps de pouvoir parler de la logique d'intervention. Nous venons de finir les indicateurs et maintenant nous sommes sur les hypothèses. Ça n'a rien à voir avec les hypothèses de mémoire ou bien les hypothèses de recherche. Non. Retenez ici que les hypothèses, c'est l'ensemble des éléments, ou bien un ensemble de conditions qu'il faut réunir pour que les activités se déroulent dans les bonnes conditions, pour que les résultats soient atteints et que les objectifs spécifiques soient atteints. Normalement, dans la logique d'intervention, les objectifs généraux ou bien l'objectif général n'a pas d'hypothèse. Mais les objectifs spécifiques, les résultats et puis les activités ont forcément d'hypothèses. Donc, les hypothèses vont nous aider à pouvoir anticiper
sur les facteurs externes ou bien ça va nous sur les facteurs externes qui pourront affecter la mise en œuvre de notre projet. Donc, il faut aussi faire la différence entre les hypothèses et puis les risques. Comme je l'ai dit, les hypothèses, ce sont les conditions que l'on espère pour réaliser les activités, alors que les risques, ce sont des événements incertains qui peuvent avoir un impact négatif sur le projet. Il y a des outils de gestion de risque que nous avons vus dans les modules passés pour permettre de pouvoir formuler aisément les hypothèses. Les livrables de projet. Les livrables, c'est tout ce que le projet produit qui peut être livré à un client, à un bailleur. Donc, ça peut être tangible, c'est-à-dire qu'on peut toucher, qu'on peut voir, qu'on peut apprécier. Par exemple, les bâtiments construits, les rapports écrits, logiciels développés et autres, ou bien des livrables intangibles. C'est par exemple les formations dispensées, la base de données mise à jour, les certificats. Donc, tout ça là, donc, c'est intangible. Donc, nous avons les livrables tangibles et les livrables intangibles. Donc, pour qu'on dise qu'un élément est réellement un livrable, ça doit respecter 4 éléments. À savoir, premièrement, ça doit être clair et défini, donc de façon précise. Ça doit être mesurable, c'est-à-dire on doit vraiment apprécier. Ça doit être validé par celui qui a demandé le travail et ça doit être rattaché forcément à un élément de la logique d'intervention, soit aux activités, soit aux résultats, soit aux objectifs spécifiques ou bien soit à l'objectif général. Donc voilà ce qu'il faut retenir à ce niveau. Et les livrables sont vraiment très importants pour la redevabilité, l'apprentissage et la capitalisation. En matière de redevabilité, ça va venir renforcer votre compte rendu, puisque ça va permettre aux gens soit de toucher du doigt ce que vous avez fait, soit de pouvoir l'apprécier, ou bien soit de pouvoir disposer de l'information, ou bien des témoignages des uns et des autres qui affirment réellement avoir bénéficié de vos services. Au niveau de l'apprentissage, c'est que les livrables vont permettre, grâce à ce qu'on a retenu, de pouvoir tirer ce qu'on appelle des leçons, tirer ce qu'on appelle des bonnes pratiques, tirer ce qu'on appelle des recommandations, beaucoup de choses que nous pouvons tirer qui vont nous permettre de pouvoir apprendre des choses. Et au niveau de la capitalisation, ça va nous permettre de pouvoir formaliser tout ce qu'on a tiré comme leçon, tout ce qu'on a tiré comme apprentissage. Tous ces éléments que j'ai cités vont aboutir ici à ce qu'on appelle le cadre logique. Je pouvais directement venir ici, mais je me suis dit qu'il est important de quand même vous expliquer un à un les différents éléments pour que ici vous ne soyez pas perdus. Vous allez voir que la première colonne, c'est ça qu'on appelle la logique d'intervention du projet. La deuxième colonne, on l'a expliqué, ce sont les indicateurs. La troisième colonne, ce sont les livrables, les sources de vérification. Et ici, nous avons les hypothèses que nous avons partagées. Ici, dans la pratique, c'est souvent vide. Il n'y a pas d'hypothèse à ce niveau. Je voudrais attirer votre attention aussi que aujourd'hui, il y a plusieurs projets qui adaptent le cadre logique selon leur manière de faire. Quand je prends par exemple les projets européens, vous allez voir que ces projets-là, généralement, ne se fient pas trop à cette colonne. Leur cadre logique, c'est souvent 3 colonnes. Eux, ils ne prennent pas en compte la colonne hypothèse. Mais pour les projets américains, asiatiques et autres, eux, ils en parlent. Mais au niveau des projets européens, ils ne tiennent pas rigueur. Pourquoi? Parce que eux, ils valorisent un autre outil qu'on appelle la théorie de changement. C'est-à-dire, en plus du cadre logique, eux, ils élaborent ce qu'on appelle la théorie du changement. C'est notre troisième module dans ce parcours de compétences où on a appris aux uns aux autres comment rédiger, comment élaborer cet outil-là. Donc, eux, ils ajoutent la théorie de changement pour pouvoir conforter. Parce que ici, en réalité, ça ne valorise pas bien les hypothèses. On n'arrive pas à bien comprendre. Alors que dans la théorie de changement, dans le processus d'élaboration et dans le schéma global à la fin, c'est que ça ressort clairement d'où les hypothèses ont quitté et en même temps la stratégie. On rattache ça même au moment et ça nous permet de pouvoir évaluer même au fur et à mesure les hypothèses et de pouvoir en tirer des leçons. Donc voilà, le cadre logique, c'est un outil de projet qui permet de structurer, de planifier un projet de manière cohérente et systématique. Je pense que c'est à ce niveau-là que M. Fofana demandait
une synthèse de tous les outils qu'on a vus pendant ce parcours de compétences. Je pense que au module 4, nous allons en parler. J'ai fait une synthèse de tous les outils qu'on pourrait utiliser, que ce soit en management de projet, en suivi, évaluation, le moment où on l'utilise, c'est-à-dire à la phase de quel projet, à la phase, excusez-moi, à quelle étape ou bien à quelle phase du projet on utilise ces outils, pourquoi, ainsi de suite. C'est dans ce module que c'est prévu pour répondre à votre préoccupation, pour que ça ne revienne pas, comme c'est le dernier module. Donc ici, il est important aussi, ça on est en train de terminer pour les rappels, je vais aller vraiment à l'essentiel pour que vous puissiez comprendre la suite. Donc, nous avons les résultats, les effets et puis les impacts. La différence entre les résultats, les effets et les impacts, c'est un tableau synthèse que j'ai fait. Les résultats, ce sont des produits tangibles ou bien services délivrés. Les effets, ce sont les changements qu'on observe au niveau des bénéficiaires. Et maintenant, l'impact, c'est la transformation profonde et durable. Si je prends l'exemple que j'avais donné tout à l'heure, j'aime donner l'exemple là puisque ça permet de mieux comprendre sur les méthodes contraceptives. Quand on a formé ces femmes, c'est ça, et à la fin, on a dit que ces femmes ont été formées, ce n'est pas encore un résultat. Ça, on appelle ça le produit attendu. Donc, quand ces femmes-là vont rentrer à la maison et commencer par appliquer les formations qu'elles ont reçues, c'est ça qu'on appelle un résultat. Le résultat commence dès que celui qui a reçu la formation ou bien celui qui a reçu l'appui commence par l'appliquer de lui-même. C'est ça un résultat. Tant que la personne n'a pas commencé par appliquer d'elle-même, on ne peut pas considérer ça comme un résultat. Donc, il faut amener la personne à commencer par appliquer. On ne parle pas encore d'adoption. Donc, c'est de l'application. L'application est déjà un résultat. Donc, avec le temps, cette personne, parce que la méthode contraceptive a un objectif et l'objectif doit être atteint. Donc, quand l'objectif commence par être atteint, là, les effets déjà commencent, puisque la personne peut avoir le courage de conseiller cela à sa coépouse, de conseiller cela à sa fille, de conseiller cela à ses soeurs, de conseiller cela à ses belles-sœurs, c'est-à-dire dans son environnement immédiat. C'est ça qu'on appelle effet. Et avec le temps, quand on parle d'impact, je l'ai toujours dit dans tous mes modules, que quand on vous dit impact d'un projet, ça ne veut rien dire. Normalement, on doit vous préciser, il s'agit de quel impact. Est-ce que c'est un impact à court terme, à moyen et puis à long terme? Donc, si c'est un impact à court terme, ils sont en train de vous parler des résultats. Si c'est un impact à moyen terme, ils sont en train de vous parler des effets. Et au niveau de l'impact, on va parler de l'impact à long terme. En ce cas, si on va parler de l'impact à long terme, ça sera mesuré à la fin de notre projet. C'est-à-dire quand on va finir les 5 ans et qu'on est parti, l'impact à long terme est évalué au moins 2 ans après la fin du projet. C'est-à-dire si on a fini à la 5e année, c'est à la 7e année minimum qu'on peut venir faire l'évaluation. Et quand on vient, dans ce cas, c'est que ça va nous permettre de pouvoir constater au niveau de cette cible-là que ça ne s'est pas arrêté dans le village, c'est allé dans les villages environnants, c'est allé dans les villes environnantes, ainsi de suite. Là, on va parler de impact. C'est pour cela qu'on parle de transformation profonde et durable. Ça, c'est ce qu'il faut retenir pour faire une différence nette. Au niveau du critère temps, le résultat à court terme, l'effet à moyen terme et l'impact à long terme. À court terme, ça veut dire si c'est un projet de 5 ans, c'est minimum la moitié, c'est-à-dire de 0 à 2 ans. 0 à 2 ans. Et maintenant, les effets à moyen terme, à partir, ça va faire de 2 à la fin du projet si c'est un projet de 5 ans. Donc, ça va faire de la 2e année à la 5e année. Et à long terme, c'est après maintenant le projet. Au niveau de critères de la mesurabilité, c'est facilement mesurable les résultats puisqu'on constate ça directement. Les effets, c'est mesurable avec des indicateurs spécifiques. Et maintenant, l'impact, là, à ce niveau, c'est difficile puisque c'est isolé. Ce n'est pas dans la mise en œuvre du projet, etc., etc. Quand je prends un exemple, le nombre de centres de santé construits, on peut aller constater, on peut aller compter. L'augmentation du nombre de consultations, il y a des registres, on peut voir. La réduction durable de la mortalité infantile, ça devient compliqué. Donc, il faut aller encore chercher des outils pour chercher encore plus loin. Je suis en train de chuter pour finir avec ces quelques rappels. Nous avons le plan de suivi et évaluation.
Le plan de suivi et évaluation, c'est un document qu'il faut rédiger. C'est un document très stratégique qu'il faut rédiger dans le cadre du suivi et évaluation. Et la matrice de suivi et évaluation, c'est le tableau qui est en bas. Donc, ça nous permet de pouvoir ranger les indicateurs, définir les indicateurs, donner leurs sources, les méthodes, les fréquences, les données de référence, les données cibles, les données réalisées, les responsabilités, à quelle fin nous allons utiliser ces indicateurs et quelles sont les observations ou bien les risques liés à cet indicateur. Nous avons la collecte de données qui est très importante, surtout en matière de suivi et évaluation. Nous avons les collectes de données parce qu'il faut collecter des données pour pouvoir nourrir les indicateurs. Sans collecte de données, il n'y a pas d'indicateur. Sans suivi, il n'y a pas de collecte de données. Et voilà, c'est intimement lié. En matière de collecte de données, nous avons la méthode d'enquête, les focus group, les observations directes. Nous avons les documentations. Les documentations, ça, c'est des données secondaires. Parce qu'on a deux types de données, les données primaires et les données secondaires. Les données primaires, c'est les données qu'on va chercher directement sur le terrain près des bénéficiaires. Et les données secondaires, ce sont les données qu'on tire des rapports, qu'on tire des livres, etc., etc. Donc, voilà comment ça se passe. Et les étapes en matière de collecte de données, nous avons la planification, l'échantillonnage, la collecte proprement dite, la validation et le contrôle de la qualité et enfin l'enregistrement et le stockage. C'est très important à ce niveau. On l'a détaillé suffisamment dans la formation de suivi et évaluation. Alors, pour terminer, c'est l'analyse de données. L'analyse de données, c'est le processus de transformation des données que nous avons collectées en informations utilisables. Donc, pour pouvoir répondre aux indicateurs, répondre à des questions spécifiques. Donc, en matière d'analyse de données, il y a plusieurs types d'analyse de données. Et nous avons vu dans le cadre de cette formation 5. L'analyse descriptive, l'analyse comparative, l'analyse de tendance, l'analyse prédictive et puis l'analyse inférentielle. Donc, voilà les 5 types d'analyse que nous avons vus ici au cours de cette formation. Au niveau des outils d'analyse, nous avons Excel, nous avons SATA, nous avons R, nous avons NVivo, Power BI et Google Data Studio. Donc, voilà les outils que on peut, on peut vraiment utiliser au cours de cette formation. Donc, tout ce que je viens de citer là, dans la pratique, quand on ne maîtrise pas ça, redevabilité, apprentissage, capitalisation, on n'y peut rien. Voilà pourquoi j'ai voulu faire ce rappel-là pour que vous ayez une idée au fur et à mesure quand on sera en train d'évoluer pour que vous ne vous perdiez pas. Alors, on va se poser la question, qu'est-ce que la redevabilité? Qu'est-ce que la redevabilité? Quand vous allez sur le net, vous allez voir plusieurs définitions parce qu'il y a plusieurs définitions et parce qu'il y a plusieurs types de redevabilité. Et nous, la redevabilité dont il est question ici, c'est dans un contexte projet. Et quand on parle projet, dans notre parcours de compétences, c'est soit projet de développement ou projet d'entreprise. Et ici, nous, dans notre cas, la redevabilité, c'est la responsabilité d'une personne ou d'une organisation de rendre compte de ses actions, décisions et résultats à d'autres parties prenantes. On nous a confié un mandat, on nous a confié une mission, on a mis des ressources à disposition, que ce soit ressources humaines, financières, matérielles, on a mis à notre disposition. Donc, à un moment donné, nous sommes tenus de pouvoir rendre compte non seulement de la gestion de la ressource qu'on a mise à notre disposition, rendre compte des résultats qu'on devait atteindre. Est-ce qu'on a atteint ces résultats? Est-ce qu'on n'a pas atteint? Pourquoi on n'a pas atteint? Pourquoi on n'a pas atteint? Qu'est-ce qui a contribué? Ainsi de suite, ainsi de suite. Les difficultés rencontrées, quelles sont les approches de solutions que nous avons apportées? Si on devait reprendre, qu'est-ce qu'on ne devrait plus faire? C'est ça qu'on appelle les leçons apprises. Donc, autant d'éléments qui doivent ressortir en matière de redevabilité. Donc, la redevabilité implique que chaque acteur
impliqué dans un projet, soit responsable de ses actions, décisions et résultats et qu'il puisse rendre des comptes en cas de besoin. Vous allez constater que j'ai mis ce module-là à la fin parce que tous les modules que nous avons vus vont se rattacher là. Nous venons de terminer la gestion des ressources humaines dans un contexte projet. Et dans la gestion des ressources humaines, nous avons parlé de la redevabilité. Donc, quand nous confions des responsabilités à nos collègues, nous confions des responsabilités à nos agents, il faut forcément leur donner le temps ou bien l'occasion de pouvoir rendre compte de leur gestion. S'ils savent qu'à la fin, qu'ils vont rendre compte de leur gestion, ils mettent plus de sérieux dans la mise en œuvre des activités. Nous allons voir comment on met un peu plus loin, comment on met en place un cadre de redevabilité. La redevabilité dans notre contexte ici comporte 3 éléments. Première chose ou bien premier élément, c'est la responsabilité individuelle et puis collective. Chaque membre de l'équipe est responsable de cette tâche, mais aussi du bien-être global du projet. C'est ça. En matière de gestion de projet, il faut montrer à l'individu que oui, tu es responsable des tâches qu'on t'a confiées, mais ta responsabilité est aussi engagée dans les tâches des autres ou bien dans l'objectif global du projet. Sinon, ça amène de la division après et je pense qu'on a déjà vu ça en matière de gestion de conflit, comment ça se passe. Donc, à ce niveau, chacun doit être non seulement responsable de cette tâche et sa responsabilité est engagée aussi dans l'exécution des tâches des autres. Donc, il ne doit pas travailler de manière solitaire, il doit travailler de telle sorte que non seulement il avance, mais il doit se rassurer aussi que les autres aussi avancent. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, c'est la transparence des actions. Les informations sur les activités du projet doivent être partagées de manière claire et accessible. Quand on est chef projet, quand on est responsable à un niveau et qu'on a des collaborateurs qui travaillent avec nous, on doit être transparent dans nos actions. Ils doivent avoir toutes les informations nécessaires. Sinon, vous allez biaiser leur redevabilité parce qu'il n'y a pas quelque chose de plus chiant d'entendre son collaborateur, excusez-moi le terme, d'entendre son collaborateur dire je ne savais pas que c'était, je ne savais pas que c'était dit, je ne savais pas que c'était fait comme ça, je ne savais pas. En tant que manager, c'est très mauvais. Donc, vous devez être transparent dans vos actions. La prise de décision collective, la redevabilité, c'est le troisième élément, la prise de décision collective. S'assurer que les décisions sont prises de manière démocratique avec l'implication de toutes les parties prenantes. Donc, en matière de redevabilité, si nous voulons que nos collègues ou bien ceux-là qui sont appelés à nous rendre compte, ou bien si c'est nous qui devons rendre compte, nous devons être impliqués dans les prises de décision. Nous devons impliquer des gens dans la prise de décision de manière démocratique. Ça, c'est très important. Que ce soit les parties prenantes, que ce soit les collègues et autres, tout le monde doit être impliqué pour vraiment, dans le cadre de la redevabilité, être le plus performant possible. Donc, on a d'autres thèmes qu'il faut assimiler à la redevabilité, à savoir la responsabilité, la transparence, le contrôle interne, l'éthique, l'engagement et puis l'audit. Je l'ai expliqué déjà, je ne vais pas prendre du temps ici. Alors, pourquoi la redevabilité est-elle importante dans la gestion du projet? Pourquoi? Première des choses, c'est pour renforcer la confiance des parties prenantes. Un manager, un chef d'équipe qui ne parle pas, qui ne partage pas, qui n'informe pas, qui ne discute pas, qui ne permet pas à l'équipe de remonter des informations, bien d'échanger avec lui, il va amener forcément le projet dans le décor. Parce que rappelez-vous, je vais retourner dans le cours de gestion des ressources humaines. Dans les étapes de constitution d'une équipe, il y a une phase ou bien une étape où nous avons parlé de l'étape de la turbulence. Et nous avons dit qu'à ce niveau, c'est à ce niveau que beaucoup de groupes se perdent. C'est à ce niveau que beaucoup d'équipes de projets se perdent. Donc, pour pouvoir stabiliser ceci, il faut travailler sur la confiance. Il va falloir que les gens aient
confiance aveugle, si je peux m'exprimer ainsi. Donc, la confiance est un élément clé pour le succès de tout projet et la redevabilité est l'un des moyens les plus efficaces pour l'instaurer et la maintenir. Donc, vous devez vraiment miser sur la confiance. Donc, la redevabilité est très importante. Deux choses, c'est pour optimiser l'utilisation des ressources. La redevabilité, parce que si quelqu'un sait qu'il va rendre compte de l'argent qu'il dépense, qui va rendre compte du matériel qu'il utilise, qui va rendre compte des activités qu'il mène, qui va rendre compte de ses déplacements, il calcule avant de bouger. Parce qu'on peut lui poser au moment opportun pourquoi il a posé tel acte. Et il doit être quand même, il doit avoir des éléments pour pouvoir justifier cela. Donc, parce qu'il sait qu'il va rendre compte, il utilise mieux les ressources. Il utilise de manière économique, voilà, les ressources. Et troisième chose, ça prévient les dérives et les conflits. La redevabilité, c'est un outil précieux pour prévenir les dérives et les conflits au sein d'un projet ou bien d'une organisation. Donc, il faut identifier les problèmes rapidement et prévenir les conflits grâce à la redevabilité. Donc, la redevabilité, parce que le monsieur sait qu'il va rendre compte de tout ceci, il fait beaucoup plus attention aux actes qu'il pose, il fait beaucoup plus attention aux mots qu'il emploie, il fait attention aussi à ses faits et gestes parce que il va répondre non seulement de ses actes et sa responsabilité est engagée dans les actes des autres. Donc voilà un peu les trois éléments que je partage avec vous pour vous montrer un peu l'importance de la redevabilité. Donc, il y a d'autres concepts qu'on peut partager avec vous en matière de redevabilité. Je vais parler de la transparence. La transparence comme fondement de la redevabilité, la transparence qui permet d'accroître la confiance, la transparence qui permet de mettre en place un mécanisme de contrôle et la transparence qui permet de responsabiliser les gens, non seulement individuellement, mais aussi collectivement. Voilà ce qu'on peut dire en introduction sur la redevabilité. Sur l'apprentissage, l'apprentissage dans un projet, c'est l'intégration des leçons apprises, des erreurs, des réussites afin d'améliorer des processus et les résultats dans le projet, dans les projets futurs et même dans le projet. Si on a appris quelque chose de bon, si peut-être on a commis une erreur qui a donné un certain nombre de conséquences, si on a fait quelque chose qui est bon, qui a donné aussi un certain nombre de conséquences, ces éléments vont nous permettre de pouvoir apprendre. Et quand nous allons apprendre, ça va nous permettre d'éviter ces erreurs-là à l'avenir. Donc, l'apprentissage dans la gestion de projet nous permet souvent de pouvoir intégrer les leçons apprises. Les éléments de l'apprentissage, nous avons le retour d'expérience, la documentation des leçons apprises et puis l'adaptation et l'amélioration. Les retours d'expérience, c'est très important. Dans tous les rapports normalement de projet, que ce soit les rapports des agents ou bien que ce soit des rapports des conseillers techniques ou bien des spécialistes et autres, il doit avoir toujours ce volet-là où vous donnez l'opportunité aux gens de pouvoir partager avec vous les retours de terrain, les retours d'équipe, les retours des parties prenantes pour qu'on puisse voir quelles sont les leçons qu'on peut tirer. Et les leçons qu'on peut tirer doivent être documentées. Ça, c'est très important. On va voir ça un peu plus loin. Pourquoi l'apprentissage? C'est la même chose, c'est le même canevas que j'ai suivi. Pourquoi l'apprentissage? L'apprentissage permet une adaptation rapide aux défis imprévus. Du fait qu'on a appris, prochainement, quand ça vient, on sait comment contourner. Donc, on ne va plus perdre le temps pour pouvoir réfléchir aux solutions qu'on peut apporter pour pouvoir continuer. Donc, l'apprentissage va nous permettre d'aller vite. L'apprentissage, c'est pour améliorer les processus internes, réduisant les erreurs répétitives. Donc, si nous avons commis une erreur aujourd'hui, demain, on ne pourra pas commettre la même erreur si, bien sûr, nous avons tiré des leçons de cette erreur-là. Et troisième chose, ça stimule l'innovation et la créativité au sein de l'équipe. Du fait qu'on a commis l'erreur,
Du fait qu'on a appris de l'erreur, c'est que ça va permettre aux uns aux autres de réfléchir, de pouvoir faire autrement et de pouvoir donner d'autres résultats. Notion de base maintenant sur la capitalisation. En termes simples, tout ce que j'aurais à dire, retenez juste cette phrase. La capitalisation, c'est de transformer l'expérience en connaissance partageable. C'est tout. Capitaliser quelque chose, c'est de transformer cela en une expérience, en une connaissance qu'on peut partager. C'est juste ça. Donc, tout ce que j'aurais à dire, ça, c'est des jeux de mots qui seront utilisés. Alors, la capitalisation, premièrement, c'est un processus d'apprentissage. Deuxièmement, c'est centré sur la manière de faire des acteurs. Et troisièmement, ça permet de pouvoir passer de l'implicite à l'explicite. La capitalisation, c'est le cadre formel pour pouvoir formaliser les choses, si je peux me répéter ainsi, de pouvoir formaliser une expérience que nous avons vécue, une expérience que d'autres personnes ont vécue. Au niveau de la capitalisation, c'est très important d'impliquer tous les acteurs qui ont vécu l'expérience. On ne peut pas capitaliser une expérience sans les acteurs qui ont bénéficié de l'expérience. Et en matière de capitalisation, il y a des éléments clés qu'on ne peut pas contourner. Il y a les leçons apprises, il y a les succès, les échecs. Nous avons la collecte d'informations, nous avons la documentation et puis la formalisation. Un peu plus loin, on va voir comment on forme une leçon apprise. Ici, n'oublions pas que c'est une introduction où nous allons partager des éléments, mais il y aura des cadres où nous aurons à creuser encore. Alors, au niveau de l'analyse des succès et des échecs, d'abord, je reviens au niveau des leçons apprises. Généralement, on pense que les leçons, ça doit être forcément rien que des choses bonnes. Non, on peut capitaliser des leçons négatives, c'est-à-dire des erreurs, des obstacles rencontrés, ainsi que les stratégies mises en place. Ici, on ne va pas voir la leçon négative, mais on va voir qu'est-ce que nous avons fait face à l'élément négatif, face à la leçon négative. C'est ça, en fait. Si nous avons croisé quelque chose qui nous a bloqué au cours du terrain, dans le terrain, qu'est-ce que nous avons fait? C'est ça qui sera capitalisé parce que la même chose peut être rencontrée demain et d'autres personnes pourront s'inspirer de la manière dont vous avez fait pour surmonter le défi pour pouvoir l'appliquer de l'autre côté. C'est très important. La collecte d'informations, c'est le nœud même en fait parce que vous ne pouvez pas rendre compte du projet sans collecter. C'est très important. Il faut collecter des données et les analyser, les traiter, etc. Donc, en matière, au niveau de la composante, c'est-à-dire les composantes de la capitalisation, nous avons les connaissances et expériences, la documentation et collecte d'informations, l'analyse pratique, l'analyse des pratiques et résultats, la diffusion et le partage des connaissances, l'apprentissage organisationnel et puis le mécanisme de rétroaction. C'est très important parce que la capitalisation, on ne capitalise pas pour garder. On ne capitalise pas pour laisser ça dans l'ordinateur. Non, on capitalise pour partager. Pour que dans le projet, les gens améliorent les processus, les gens améliorent leur manière de faire, ou bien même dans un autre projet. Et la capitalisation, quand je suppose par exemple que vous avez un projet de 5 ans, vous êtes à la fin, vous êtes peut-être à la 5e année et vous voulez qu'une autre phase démarre après avoir fait tout, et une autre phase doit démarrer. Avant que cette phase ne démarre, on doit revenir sur les documents de capitalisation. On va voir un peu plus loin quels sont les éléments qu'on touche au démarrage, quels sont les éléments qu'on touche pendant le projet et quels sont les éléments qu'on touche après le projet. Donc, à chaque niveau de la gestion du projet suivant, c'est qu'il y a des documents de capitalisation qui sont utilisés pour rendre encore plus performant le projet futur. Le bailleur qui finance un projet pour la première phase et la deuxième phase, il va essayer d'évaluer et comment la capitalisation a pu jouer dans l'atteinte des résultats. C'est un résultat phare pour les partenaires pour voir
est-ce que vous avez appris des erreurs? Est-ce que vous avez appris des réussites? Est-ce que vous avez appris d'un certain nombre d'éléments? Parce que dans la capitalisation, ce n'est pas que des bonnes pratiques. Il y a aussi les outils, il y a les processus, il y a des innovations. C'est tout un foutu qu'on capitalise. C'est pas que seulement on a fait ceci, ça a marché, c'est pour cela. Non, 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 non. C'est beaucoup de choses, même jusqu'aux outils. Tout ceci est à capitaliser. C'est très important. Alors, la systématisation, c'est transversal. C'est très important aussi. La systématisation implique la capitalisation des pratiques, des outils, des processus, des méthodologies qui ont été utilisées dans un projet pour pouvoir les reproduire et les adapter à d'autres. Donc, la systématisation n'est pas souvent trop utilisée, c'est-à-dire la terminologie n'est pas trop utilisée, mais dans la pratique, on le fait. Parce que c'est au cours de la systématisation, en réalité, qu'on formalise les documents de capitalisation. Je vais prendre le secteur agricole pour que vous puissiez comprendre c'est quoi la systématisation. On suppose qu'un projet a travaillé sur des innovations agricoles où on a testé des innovations dans des champs écoles ou bien dans des champs pédagogiques de démonstration. Et on l'a testé pendant 3 années de suite. Et, et c'était 3 innovations différentes. Et on a pu constater qu'il y a une innovation qui a donné des résultats concluants et des résultats concluants du moins. Et cela a été apprécié des acteurs. Donc, à ce niveau, ce qui a été apprécié par les acteurs, tout ceci, c'est des résultats et autres. Qu'est-ce qu'on va faire? Nous, on va rendre compte, puisque chaque projet est sur une composante chaque projet est une composante dans le plan national de développement de cette filière. Quand je prends le secteur agricole, quand je prends le soja, on a le PNDF soja par exemple. Donc, c'est rattaché à un pilier. Donc, si c'est rattaché à un pilier, ça veut dire qu'un indicateur fort est atteint à ce niveau. Donc, la redevabilité est déjà enclenchée. Donc, les documents de capitalisation seront élaborés où on va valoriser tout ce qui est apprentissage, tout ce qui est technique et autres. Et on va partager maintenant au ministère de tutelle, par exemple. Et le ministère de tutelle, grâce à ça, va vérifier est-ce que les processus, par exemple, en matière de tests d'innovation au Bénin, je prends le Bénin parce que c'est là que je maîtrise mieux, pour voir est-ce que ça a été respecté. Est-ce que ces démembrements qui devaient être impliqués, par exemple l'INRAB, par exemple la DDAP, les ATDA, est-ce qu'ils ont été impliqués dans le processus? Est-ce qu'ils valident sous ceci? Et là, maintenant, le ministère dit, désormais pour produire le soja, désormais pour produire le maïs, il faut utiliser telle technologie, faire ceci, faire ceci. C'est ça qu'on appelle la systématisation. C'est-à-dire quand on arrive à un niveau où une innovation ou bien une capitalisation est homologuée ou bien le gouvernement dit à partir, voilà ce qu'on va faire, c'est qu'on dépasse la capitalisation, on est à la systématisation. Donc, son objectif, c'est de structurer les connaissances de manière à pouvoir les appliquer de façon cohérente et organisée dans de futures initiatives. Donc, c'est ça la systématisation. C'est vrai que les études ou bien les résultats des projets ne sont pas en même temps pris par les ministères auxquels ils sont rattachés. C'est encore un travail qu'il faut faire avant que ça ne puisse être appliqué. Je prends par exemple les clusters. Voilà, je prends par exemple les clusters. Avant, les clusters existaient depuis le temps des OP et autres, donc où on utilisait, c'était beaucoup plus les clusters entreprises qui avaient. Mais depuis l'avènement du régime en place, le cluster aujourd'hui, bien les clusters sont retenus dans le secteur agricole comme des outils de promotion de filières. Donc, pour pouvoir promouvoir une filière agricole au Bénin, c'est le cluster, bien les clusters qui sont recommandés. Donc là, on va parler de systématisation. On ne va plus parler aujourd'hui au niveau des clusters de capitalisation, mais on va parler de systématisation puisque c'est ça qui est retenu pour la promotion des filières au Bénin. Donc voilà un peu, j'ai pris ces exemples-là pour que vous puissiez comprendre c'est quoi d'abord la systématisation et aussi les éléments auxquels c'est rattaché et des cas pour vous permettre de mieux comprendre.
Je suis en train de finir déjà dans 2 minutes. Ce sera la fin. Les principes et enjeux de la redevabilité, j'ai déjà cité quelques-uns. Au niveau de la redevabilité, c'est la transparence, la responsabilité, l'engagement envers les partenaires et le mécanisme de suivi. Sans suivi, pas de redevabilité. Parce qu'il faut aller voir pour venir rendre compte. Tant qu'on n'a pas vu, on ne peut pas rendre compte. Dans l'amélioration, dans l'apprentissage, nous avons l'amélioration continue parce qu'on va prendre des erreurs et commencer par les éviter. Donc, on va s'améliorer. C'est des réflexions et analyses de partage, partage des connaissances. C'est l'adaptation et flexibilité. Au niveau de la capitalisation, nous avons l'apprentissage collectif, la documentation des bonnes pratiques, le partage des connaissances. Les enjeux, la redevabilité va renforcer la confiance, ça va assurer la transparence des ressources et accroître l'efficacité. Au niveau de l'apprentissage, c'est l'innovation et l'adaptation. Les gens vont commencer par innover. Ça va renforcer les capacités, la résilience organisationnelle et puis réduire les coûts et les délais dans la gestion de projet. Au niveau de la capitalisation, nous avons le renforcement de la capacité organisationnelle, la réduction des erreurs, la réutilisation des bonnes pratiques et puis l'amélioration des qualités des producteurs. Et pour terminer, on va maintenant parler du lien entre la redevabilité, l'apprentissage et la redevabilité. La redevabilité, c'est la source de retour et des exigences. L'apprentissage, c'est le processus qui analyse et intègre les retours. Et maintenant, la capitalisation, c'est la démarche méthodique qui formalise et partage les connaissances issues des expériences. Si je veux continuer avec la systématisation, je vais dire que c'est la partie où l'expérience est homologuée par l'instance habilitée. Ça peut être le ministère, ça peut être la présidence, etc. Donc, voilà la chaîne. Donc, vous allez constater avec moi qu'on commence par la redevabilité, on va à l'apprentissage, à la capitalisation pour aboutir à la systématisation. Donc, si on veut prendre l'ordre depuis le début, c'est le suivi. Après le suivi, l'évaluation. L'évaluation, on va parler de la redevabilité, de l'apprentissage et la capitalisation. Et si je veux être vraiment très juste, c'est que l'évaluation sera cassée. Puisque, n'oubliez pas, on a 5 types d'évaluation. L'évaluation avant même la formulation du projet, l'évaluation avant le démarrage du projet, l'évaluation 2 ans après la mise en œuvre du projet, l'évaluation à la fin du projet et puis l'évaluation 2 ans après le projet. Donc, si on va casser l'évaluation, ça veut dire qu'on peut dire l'évaluation qu'on appelle l'évaluation ant, c'est quoi, S-ant, voilà, S-ant. Après, nous avons l'évaluation de référence qu'on appelle encore l'évaluation de base ou bien baseline. Et ensuite, nous avons le suivi. Ensuite, nous avons l'évaluation à mi-parcours. Ensuite, nous avons la redevabilité. Nous avons l'apprentissage. Nous avons la capitalisation. Nous avons l'évaluation finale. Et enfin, nous avons l'évaluation post-ant. Voilà, c'est ça. C'est ce que je cherchais. Donc, voilà un peu l'ordre qu'on peut suivre en matière de gestion de projet. J'ai été long. Je vais m'arrêter là et permettre aux uns aux autres de poser des questions. Et puis, on va continuer demain après le débat. Merci à tout un chacun. J'espère que vous avez pu m'entendre de l'autre côté. Maintenant, on va prendre des questions s'il y en avait. Et on va faire le débat. Si des gens ont des expériences à partager avec nous, je pense que ce sera le moment pour qu'on puisse partager ces expériences. Donc, si vous voulez réagir, levez juste la main, on vous donne la parole. Réaction, s'il vous plaît. Oui, monsieur Emmanuel, je vous écoute. Merci beaucoup, monsieur Jacques, pour une fois encore la masse d'informations
qui sont mises à notre, disons, connaissance. Et je vous remercie pour tout. Moi, je voudrais savoir, au début, vous avez parlé qu'il y a une différence nette entre suivi-évaluation dans le cadre de la conduite de projet et suivi-évaluation dans le cadre du RAC, c'est-à-dire réalisabilité, apprentissage et capitalisation. Bon, jusqu'à la fin, je n'ai pas pu noter cette différence-là. Et la deuxième chose que je voulais savoir, c'est de savoir quand est-ce qu'on peut faire la capitalisation. Est-ce qu'on peut faire la capitalisation au cours de la mise en œuvre d'un projet ou ça se fait lorsque toutes les expériences sont terminées et qu'on voudrait les partager à la fin du projet, qu'on fait la capitalisation? Merci beaucoup. Merci, monsieur Emmanuel. Monsieur Fofana, vous avez la main levée. Merci pour le paquet mis à notre disposition. Moi, ma question, c'est au niveau de la rédévabilité. Quand vous dites que la rédévabilité, c'est le fait de mettre chaque membre devant ses responsabilités, chaque membre de l'équipe est responsable de ce qu'il fait, sur le plan individuel et sur le plan collectif. Moi, c'est à ce niveau. Par exemple, dans un projet de développement où on a affecté les techniciens dans les différentes zones, chaque technicien a ses activités à mener, ses résultats à atteindre. On se rend compte que, par exemple, M. Fofana, dans sa zone, travaille bien. Alors que de l'autre côté, il y a M. Jacques qui est là-bas, vraiment, qui a des problèmes, qui ne travaille pas là-bas. Je ne sais pas quelle doit être l'attitude alors de M. Fofana par rapport à ce que Jacques fait. Parce que vous dites que ça ne doit pas se limiter sur le plan individuel, il faut aussi sur le plan collectif. Alors que je me demande qu'est-ce que je dois faire alors par rapport à la position de Jacques. Merci. Merci, c'est bien noté, monsieur Fofana. Monsieur Joseph. En plus, oui? Okay. En plus, je pouvais profiter pour un élément de réponse par rapport à ce que M. Emmanuel a posé sur la capitalisation. Non, attendez, on pose d'abord toutes les questions, okay. Puis on revient sur les réponses. Ok. Oui, monsieur Joseph. Ok. Allô, vous me recevez? Oui, c'est bon maintenant. Ok. Vraiment, bonsoir à tous. Bonsoir à M. Jacques. C'est aussi intéressant. Merci pour, comme disait M. Fofana, merci pour ce gros paquet encore ce soir en termes d'information. C'est vraiment très utile pour nous. Mais moi, j'ai juste deux questions. La première, peut-être que je vais un peu vous fatiguer, vous allez revenir un peu sur les éléments clés de la rédévabilité. Après, je n'arrive pas pour le moment à faire une différence entre la capitalisation et la systématisation, selon vos explications. Donc, si vous pouvez m'aider aussi à comprendre mieux qu'est-ce qui peut être la différence entre ces deux thèmes-là, vraiment, ça serait aussi bien. Merci. Ok, merci, monsieur Joseph. Voilà, je notais pour ne pas perdre le fil dans les essais de réponse. Voilà, déjà, est-ce que pour les questions qui ont été posées, est-ce qu'il y a des gens peut-être dans l'assistance qui veulent donner des essais de réponse, puisqu'on a dit que ça sera interactif aussi? Oui, monsieur Fofana disait vouloir essayer. Ok, merci, monsieur Jacques. Moi, c'est par rapport à la question de monsieur Emmanuel sur la capitalisation. D'après ce que moi j'ai un peu compris dans tout ce que vous avez dit,
la capitalisation, ça doit être en fin du projet. Et l'objectif de la capitalisation, c'est nous permettre de se préparer pour les projets futurs. Parce qu'on a eu à mener un projet. Pendant l'exécution du projet, il y a eu des aspects positifs, il y a eu des aspects négatifs, il y a eu des nouvelles expériences qui ont été apprises, des nouvelles connaissances, il y a eu des innovations. C'est après maintenant le projet, on doit essayer de voir, tirer, faire la synthèse de tout ça, voir qu'est-ce qui est utile dans tout ça. C'est ce que nous allons prendre et c'est ce que nous allons chercher à diffuser pour nous permettre maintenant, si on a la chance d'avoir un futur projet, profiter de ces éléments pour encore combler peut-être ce qu'on a eu comme vide dans le projet passé. Moi, à mon niveau, ça doit être après la fin du projet. Ok. C'était un peu ma réaction. Merci pour l'essai de réponse sur quand on fait la capitalisation. Oui, Monsieur Aziz. Oui, merci beaucoup, Monsieur Jacques, pour la parole. Et du moment où la capitalisation, on a dit que c'est le fait de transformer l'expérience vécue en un truc vendable, je pense que ce soit la capitalisation doit commencer même c'est-à-dire pendant le projet. Si c'est que nous attendons la fin du projet pour faire la capitalisation, c'est sûr qu'il y a certains qui vont oublier des expériences vécues. Donc, je pense que déjà lors de la mise en œuvre du projet, il doit y avoir peut-être, comment dit-on, un carnaval, je dirais peut-être un référentiel où chaque expérience vécue est notée en même temps. Là, de telle sorte qu'à la fin, aucune expérience ne va échapper à qui que ce soit. C'est ce que moi je pense. Super. Voilà. Je pense qu'avec Monsieur Aziz, on a fait le coup ensemble. C'est exactement ça. C'est exactement ça. Je vais répondre en même temps à la question quand on fait la capitalisation. La capitalisation se fait le jour où on a démarré le projet. Le jour, si vous avez démarré aujourd'hui le projet, la capitalisation démarre aujourd'hui. C'est la raison pour laquelle, avant de démarrer un projet, on élabore un document qu'on appelle plan de capitalisation de la performance. C'est notre dernier module dans ce cours. Le plan de capitalisation de la performance. Donc, certains vont dire plan de suivi, évaluation de la capitalisation de la performance. C'est comme ça d'autres appellent ça. Et ce plan va relater à chaque phase du projet quels sont les éléments capitalisés. Ça va vous donner, c'est un tableau qu'on fait généralement et la capitalisation se fait à 3 niveaux. La capitalisation sur la production, la capitalisation sur la valorisation et la capitalisation sur l'expérience. La capitalisation sur la production va réunir les éléments comme les documents, c'est-à-dire rapport à mi-parcours, rapport de projet, les TDR, les rapports des activités, les comptes rendus des réunions, les codis que vous organisez dans le cadre de la gestion du projet. Là. Donc, tous ces documents-là seront forcément capitalisés. Et là, c'est ça qu'on appelle la capitalisation de la production. Donc, toute la documentation que vous aurez à faire, c'est ça qu'on met à ce niveau. Il y a la capitalisation de la valorisation. Donc, à ce niveau, ce sont les outils, ce sont les innovations. Par exemple, vous avez testé une innovation qui s'est montrée concluante. Quels sont les éléments que vous avez utilisés à ce niveau? Ces éléments-là doivent être capitalisés. Est-ce que vous avez utilisé des outils? Ça peut être des logiciels, ça peut être des outils classiques, ça peut être des éléments que vous-même vous avez conçus. Tous ces éléments doivent être documentés. Et la capitalisation des expériences, c'est que qu'est-ce que vous avez fait? Quel acte vous avez posé? Et par la suite, vous avez montré que, cet acte qu'on a posé là, on remarque que l'acte là nous permet de faire ci, nous permet d'aller plus vite dans ci, dans ça. S'il en est ainsi,
il va falloir qu'on documente ça pour qu'à l'avenir, si d'autres personnes après nous sont confrontés à ça ou bien veulent faire la même chose que nous, pour qu'ils sachent que la meilleure manière de faire la chose, voilà comment il faut faire, voilà comment il faut faire. En introduction, si vous vous rappelez, je parlais de 2 fiches de capitalisation. La capitalisation d'expérience dans le projet, c'est-à-dire au cours de la mise en œuvre du projet, et la capitalisation d'expérience du projet dans sa globalité. Donc, voilà un peu pour répondre à la question de quand on fait la capitalisation se fait depuis le démarrage du projet jusqu'à la fin du projet. Maintenant, si je vais aller plus loin, quand on rédige les fiches de capitalisation, je vous dirais que la fiche de capitalisation de la performance du projet se rédige à la fin du projet. Et je crois que ça doit être de ça que M. Fofana parlait. Mais pour les expériences dans le projet, pour les outils à capitaliser, tels que je vous l'ai cité, ça doit se faire depuis le démarrage du projet. Quand vous prenez par exemple la capitalisation de la production, si vous allez attendre, c'est à la fin que vous allez commencer par demander quel est le premier rapport qu'on a élaboré, la première activité, où est son rapport, la première réunion, où est son compte rendu. Si, où est ça, vous voyez, vous allez vous perdre. Donc, il faut élaborer le plan. Et dans le plan, on met même les responsables. C'est-à-dire qui va s'occuper de la capitalisation de la production, qui va s'occuper de la capitalisation de la valorisation, qui va s'occuper de la capitalisation de l'expérience. Et ces responsables-là seront coordonnés par le suivi évaluateur, celui qui sera le suivi évaluateur. Donc, lui va veiller à l'échéance qui est fixée dans le plan de capitalisation. Est-ce que les outils, est-ce que la production qui devait être capitalisée d'abord, elle est prête? Est-ce qu'elle a été capitalisée? Lui doit se rassurer parce qu'à la fin, il doit réunir tous ces différents éléments pour élaborer ce qu'on appelle la fiche de capitalisation de performance du projet. Donc, voilà un peu ce qu'il faut noter à ce niveau. En matière de différence de capitalisation et de systématisation, il y a une différence nette. La capitalisation, c'est le fait de pouvoir, je l'ai dit tout à l'heure, c'est le fait de pouvoir rendre une information ou bien une expérience partageable. Vous ne pouvez pas partager une information en la racontant seulement, il faut l'écrire. Et pour l'écrire, il y a une technique, il y a des canevas, il y a des manières de pouvoir le faire pour pouvoir valider l'expérience. Et quand vous finissez ça, il y a un endroit où vous devez forcément déposer ça. C'est-à-dire, ça peut être sur un site, ça peut être au ministère de tutelle, ça peut être peut-être au niveau d'une direction de tutelle que vous déposez. J'ai donné le cas de l'agriculture, par exemple. On a testé des innovations. On a constaté qu'à la fin, sur 3 années, qu'il y a une seule innovation qui a donné des résultats concluants. Et on s'est dit que si tous les producteurs utilisent ça, ça va améliorer leur rendement. Nous, on ne peut pas systématiquement appliquer ça ou bien faire appliquer ça dans tout le Bénin. Donc, on va juste rendre compte à l'autorité. L'autorité va juste constater est-ce que c'est conforme, est-ce que l'information ou bien ce qu'on a capitalisé, est-ce que c'est conforme. Est-ce que ça a suivi les réglementations en vigueur? Est-ce que les structures qui devaient être impliquées dans ce genre d'expérimentation, ces structures-là ont été impliquées? Ainsi de suite, ainsi de suite. Et quand tout est OK, l'État prend acte et maintenant ça devient, on peut dire, ça peut même faire objet de décret où le gouvernement ou bien le ministère de tutelle sort un décret par rapport à ça pour dire, bon, voilà, compter de tant, dans la culture de tel, voici l'innovation que le ministère retient. Et là, ça devient une systématisation. Là, c'est rentré dans le cas formel, là, c'est homologué et en ce moment, c'est appliqué partout. Mais tant qu'on n'est pas arrivé à ce niveau, c'est qu'on est toujours à la capitalisation. Donc, pour pouvoir aller à la systématisation, il faut forcément une capitalisation. Sans capitalisation, il n'y a pas de systématisation. Donc, la capitalisation contribue à la systématisation, ou bien permet, ou bien facilite la systématisation. Donc, il y a une différence entre les deux.
Les deux ne sont pas la même chose. La question par rapport à la redevabilité sur le plan individuel et collectif. En management de projet, permettez-moi de terminer, Monsieur Emmanuel. En management de projet et en gestion des ressources humaines, qu'il vous souvienne, j'avais dit que pour qu'une équipe fonctionne bien, il va falloir d'abord répartir les tâches. Et quand vous répartissez les tâches à chaque membre de l'équipe, c'est qu'il faut faire comprendre à l'équipe que le résultat de l'équipe est la moyenne des résultats individuels de chacun d'eux. Donc, que chacun sache que même si je réussis, si on est 10 et que moi seul je réussis et que les 9 autres échouent, c'est que le groupe a échoué. Donc, ma seule réussite ne peut pas montrer que le projet a réussi ou bien que l'équipe a réussi. Donc, chacun de nous doit travailler à ce que, ou bien doit se rassurer que tel qu'il évolue bien, est-ce que les autres aussi évoluent comme ça? Et tout va se jouer sur le chef d'équipe, sur celui chez qui les collaborateurs sont appelés à rendre compte. Il doit organiser des séances régulièrement afin de faciliter des partages d'expériences, de faciliter des comptes rendus, de faciliter des partages d'expériences. Voilà, c'est ça qui est même approprié, afin que chacun soit informé de ce que l'autre fait, afin que chacun soit informé de qu'est-ce qui marche sur l'autre et qu'est-ce qui ne marche pas sur l'autre. Ça permet aux uns aux autres de pouvoir s'améliorer. Donc, voilà pourquoi je disais dans mon exposé qu'en matière de redevabilité, la première composante, c'est le compte rendu individuel, c'est-à-dire la responsabilité individuelle et collective. Il ne faut pas que l'autre pense que parce que chez moi ça va, c'est que c'est bon dans le projet. Non. Mais si chez moi ça va, est-ce que chez les autres ça va ou bien ça ne va pas? Tant que ça ne va pas, je dois contribuer à ce que ça aille, pour qu'ensemble, à la fin, on puisse avoir le même résultat. Donc, voilà un peu ce que je pourrais dire par rapport aux différentes questions. Oui, Monsieur Emmanuel. Oui, je levais la main par rapport à la différence entre la capitalisation et la systématisation. Pour vous compléter un peu et dire ma compréhension de la chose, c'est que la capitalisation, on a parlé d'expérience partageable. Donc, l'expérience est faite, on a trouvé que c'est une bonne chose, soit pour une amélioration de quelque chose, soit pour permettre aux gens d'éviter une erreur quand ils seront en train de mener la même expérience. Et donc, comme vous l'avez dit, il y a des documents, il y a des fiches de capitalisation, comme on le dit, il y a des produits de capitalisation, tout ça là. Mais ça n'oblige personne à l'utiliser. C'est là, vous avez trouvé que c'est bon, vous avez mis ça en ligne, tout ça là, mais ça n'oblige personne. Mais quand on vient au niveau de la systématisation, par exemple, si c'est au niveau d'un programme, un programme qui a plusieurs projets, et c'est un projet qui a fait la capitalisation d'une expérience, si au niveau du programme, on contraint désormais tous les autres projets à utiliser cette expérience, ça devient alors une systématisation au niveau du programme. De la même manière, comme vous l'avez dit au niveau national, si l'expérience qui est capitalisée est partagée avec les institutions au niveau national et qu'ils trouvent la pertinence de ce qui est fait, et qu'il le systématise, cette expérience-là, ça veut dire que tout le monde est contraint à utiliser cette expérience pour que son truc soit reconnu au niveau national. Quand je prends ce que je vais faire, si quelqu'un veut faire la filière et n'utilise pas le truc cluster, on ne va pas reconnaître au niveau national cette expérience de promotion de filière. C'est ça. Donc voilà ce que vous avez dit. Merci. Merci, Monsieur Emmanuel. Oui, Monsieur Joseph. Vous savez, en plus, Monsieur Jacques, oui. Ça veut dire, si j'essaie de résumer un peu ce que M. Emmanuel a dit, oui.
Après la capitalisation, ce qui a été vendu, c'est comme si on prenait ça comme une sorte d'adoption. On nous demande maintenant d'adopter ça pour les actions futures. Là, c'est une sorte de systématisation qu'on nous demande, si je comprends. Non, c'est pas ce que M. Emmanuel a dit. Moi, je vais compléter pour vous permettre de répondre une bonne fois, M. Jacques. Oui, allez-y. Voilà, si j'ai bien compris, M. Emmanuel, oui. Dans la systématisation, on dirait qu'il y a une obligation par derrière. C'est-à-dire une expérience a été capitalisée par, disons, un projet, ou bien ça peut être un cabinet, par exemple, qui met l'expérience à la disposition d'un ministère, un organisme de tutelle. Maintenant, l'organisme à son niveau, de son côté, a vérifié que vraiment c'est une bonne expérience. Donc, l'organisme essaie de rendre ça obligatoire dans les prochaines exécutions. Si quelqu'un réellement dans ce gouvernement ou bien dans ce pays-là veut faire quelque chose de ce genre, est-ce qu'il faut passer, c'est une contrainte de passer par l'expérience là pour que le gouvernement puisse prendre en compte réellement tes résultats. Donc, selon l'explication de M. Emmanuel, je vois en quelque sorte une obligation par derrière, quoi. Est-ce que réellement c'est ça? Non, c'est pas une obligation. C'est pas ce que M. Emmanuel a dit. C'est pas une obligation. Mais seulement que ça renforce la confiance sur l'expérience. Je vous donne un cas, par exemple. Avant, au Bénin ici, pour produire le soja, on utilise le NPK. Avant, on utilise le NPK et l'urée. C'était comme ça, c'est-à-dire comme engrais spécifique. Et on prend seulement le soja, on applique. À la limite, la semence améliorée qu'il y avait chez quelques producteurs. Mais avec l'avènement de certains projets et programmes, comme le programme ACMA 2 qui est aujourd'hui à sa phase 3, comme EJASA, comme Prima, Fuselae et autres. Donc, ces projets-là ont eu à tester des innovations. Si je prends par exemple le programme ACMA 2, qui a testé un ensemble d'innovations et après, les résultats des différents tests ont montré que utiliser de l'urée sur le soja, c'est une perte, puisque le soja ça a déjà des capacités pour rechercher des éléments lui-même sans faire appel à l'urée. Et les innovations qu'ils ont proposées combinaient le NPK, le KDE SO4, l'inoculum, les résidus de récolte. Quand ils ont fini ces différents éléments, ils ont partagé ces différentes expériences et ce sont leurs expériences qui ont donné naissance à l'innovation CAIG que la Fêtière nationale des producteurs utilise aujourd'hui. Et c'est allé même jusqu'au ministère, même quand vous allez au ministère, vous dites CAIG, ils savent de quoi il est question. Et aujourd'hui, ça conduit même Sodeco qui négligeait l'engrais NPK beaucoup plus et le cas des SO4 a commencé maintenant à commander plus. Et aujourd'hui, tout producteur, pour ne pas exagérer, peut dire jusqu'à 70% aujourd'hui de producteurs aujourd'hui ont adopté l'innovation. Ils savent que pour produire mon soja, il me faut de l'inoculum. Pour produire le soja, il me faut ceci. Et ça a été possible. Pourquoi? Parce que le ministère a accompagné ça. Parce que les ATDA, les DDAEP, d'autres projets, programmes ont adopté cela. Donc, ça a renforcé la confiance et le producteur lambda se dit, si tous ceux-là, je les ai vus parler de ça, ça veut dire que je peux avoir confiance, je peux me lancer dans la chose. Donc, vous ne devez pas voir ça comme une obligation, mais voir que ça renforce la confiance au niveau des acteurs afin de pouvoir adopter définitivement, bien de commencer par utiliser. L'État ne peut pas prendre un document, un acte pour dire à partir d'aujourd'hui, tous ceux qui vont produire le soja, vous devez forcément utiliser tant.
Sinon, on ne va pas accepter votre soja. Là, ça devient une obligation. Mais l'État peut sensibiliser, l'État peut dire, toi, producteur, qui veut améliorer ton rendement, qui veut quitter de 100 kilos ou bien quitter de 400 kilos, 500 kilos, voici une innovation qui a été testée et on est garant de cette innovation et on peut vous garantir que si vous utilisez ça, vous allez quitter de 500 kilos à 2 tonnes. Donc, si le ministre même dit ça, si ces cadres disent ça, moi, simple producteur, j'ai plus confiance parce que je me dis que celui qui va me protéger en cas de sinistre, en cas d'échec, me dit que c'est bon. Je serai tranquille de pouvoir essayer l'innovation, bien de commencer par utiliser. Donc, c'est ce que M. Emmanuel expliquait. Ne voyez pas la systématisation comme une obligation pour contraindre les gens à utiliser l'innovation. Donc, j'ai voulu un peu détailler pour que vous puissiez comprendre. Oui, monsieur Marcel. Oui, merci beaucoup, monsieur Jacques. Et moi, je reviens juste un peu sur la systématisation. Je crois que vous allez peut-être me rectifier. Ça permet d'identifier les limites ou encore les points forts de ce qui a été déjà mis en œuvre. Et comme vous l'avez dit, c'est pour rassurer ici les autres partenaires. Donc, pour vérifier, pour être sûr que la redevabilité poussée par l'apprentissage et qui a été capitalisée pour la mise en valeur de ces expériences, et la systématisation vient pour voir ici, comment on appelle ça, pour jauger leur mise en œuvre. Moi, c'est comme ça que j'ai compris. Je ne sais pas si c'est le cas par rapport à ce que vous avez expliqué, pour être un peu plus bref. Merci beaucoup. Ça crachait un peu chez moi, je ne vous ai pas bien entendu. Je disais, la systématisation permet de jauger. Désolé un peu. Oui. Allez rapidement. Je disais, la systématisation permet de jauger, voir ici les points forts et les points faibles par rapport à la mise en œuvre de la redevabilité, de l'apprentissage et la capitalisation. C'est ce que je voulais dire de façon plus courte. Non, on ne va pas aller jusqu'à ce niveau. Ce que vous allez retenir tout simplement, que la systématisation renforce la confiance ou bien renforce encore l'expérience qui a été capitalisée. C'est ça. La systématisation ne veut pas dire on va obliger les acteurs ou bien des gens à pouvoir adopter TIA. Non. C'est une caution morale que le ministère ou bien celui qui doit décider donne à la chose et demande aux producteurs, par exemple, dans le cas que j'ai donné, vous pouvez vous aventurer dans ça et autres. C'est ça. Quand je prends, par exemple, l'outil de promotion des filières qui a été retenu, par exemple, au Bénin, qui est le cluster. Aujourd'hui, si un programme se lève pour pouvoir dire qu'il veut promouvoir telle filière avec une autre méthode, même s'ils finissent pendant 5 ans, 10 ans, l'État ne peut pas utiliser ces données puisque l'État a retenu comme outil de promotion les clusters. Donc, s'ils utilisent autre chose, l'État ne peut plus utiliser ça. Donc, ils ont juste utilisé pour d'autres fins. Mais on ne peut pas systématiser quelque chose que l'État, qui ne rentre pas dans la ligne de compte de l'État. Et en management de projet, je vous disais que quand un bailleur vient pour dire qu'il veut financer, on lui donne souvent un plan national de développement du secteur dans lequel il veut intervenir. Et il regarde les différentes contraintes et voit à quelles contraintes il peut apporter de solutions. Et quand il propose sa solution, il y a les domaines d'intervention aussi qui doit aussi coordonner avec l'État pour
pour que l'État puisse lui dire que, vu tes interventions, voici là où tu peux intervenir, ici tu ne peux pas intervenir, ainsi de suite, ainsi de suite. C'est comme ça maintenant. Et je crois que, bon, ça doit être comme ça aussi dans les autres pays, parce qu'un partenaire ne peut pas venir et seulement commencer par intervenir. Non, on a dit qu'un projet, c'est une réponse à un problème, c'est une réponse à une contrainte. Donc, et où il va trouver ces différentes contraintes, ça ne peut qu'être dans les plans nationaux de développement. Donc, voilà un peu ce qu'il faut retenir tout simplement. Voilà. Autre question, autre rapport, partage d'expérience. Bonsoir, monsieur Rostand. J'espère que vous allez bien. Vous n'avez pas quelque chose, Oui, vous n'avez pas quelque chose à partager avec nous? bon, aujourd'hui, non, peut-être demain. Ok. Merci. Ok, je pense que s'il n'y a plus rien, alors on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Demain, on continue. Monsieur Jacques, il restait les éléments clés de la redevabilité là. Les éléments clés de la redevabilité. C'était ma deuxième question. Les éléments clés de les composantes ou bien les composantes. Oui, peut-être les composantes. Ou, oui. Vous avez parlé de la responsabilité individuelle et collective. Vous avez parlé de la prise de décision collective. C'est le troisième élément que je n'ai pas capté. La prise de décision collective, ça doit être le troisième élément, je crois. Ouais. Ça, oui, c'est ça le troisième élément. Ça doit être le troisième élément. Ok. Voilà. La transparence des actions. Ok. Merci. Merci. Je pense que s'il y a peu de questions, demain, on va rentrer dans le vif du sujet. On va parler de la redevabilité, comment élaborer un plan de redevabilité, mettre en place un cadre de redevabilité efficace dans la gestion de projet. Donc demain, on sera beaucoup plus sur redevabilité. Après demain, apprentissage. Et on va finir par capitalisation. Et le reste du temps, ça sera les exercices que nous aurons à faire, des cas pratiques que nous aurons à faire. Donc, voilà un peu ce que nous aurons à faire. Oui, monsieur Marcel. Oui, monsieur Jacques, moi, ce n'est pas une question, plutôt une doléance par rapport ici à l'enregistrement. Oui. J'ai eu à écouter une des vidéos de mes leçons, n'était vraiment pas là, quoi. Je ne sais pas si vous avez pensé pour améliorer. Non, j'utilise maintenant un micro, donc ne vous inquiétez pas pour ça. C'est pareil, le jour là, j'avais voyagé sans mon équipement. Mais j'utilise actuellement un micro, donc ne vous inquiétez pas pour le son. Mais pour cette vidéo, ça ne sera pas envoyé par le cloud, hein, ça sera sur la chaîne YouTube. Je vais vous envoyer le lien. Donc, dès qu'on finit, il suffit de m'envoyer coucou. Si vous m'envoyez un coucou, je pourrai rapidement, ou bien dans la liste de diffusion, je vais partager. Si vous êtes dans ma liste de diffusion, vous aurez la vidéo et vous pouvez suivre à tête reposée. Et si vous avez des questions, vous posez des questions directement en commentaire dans la vidéo sur YouTube et certainement on va vous répondre. Voilà. Donc pour ceux-là qui veulent suivre la partie payante, la formation à 60 000 francs. Donc on démarre à 60 000 francs. On démarre demain. Donc à partir de demain, seuls ceux qui ont payé, il y a d'autres qui avaient déjà payé depuis février, donc eux on continue avec eux. Mais à partir du 1er septembre, on reprend la boucle. À partir du 1er septembre, nous allons reprendre la boucle, c'est-à-dire du 1er jusqu'au 10e module.
Et déjà, il y a déjà quelques personnes qui se sont inscrites. Donc, on va commencer déjà. Donc, si vous voulez rattraper aussi ce trait-là, vous pouvez aussi nous écrire inbox. On va vous donner les détails et vous pouvez vous inscrire. Vous n'êtes pas obligé de payer en une fois. Il suffit de prendre un engagement avec nous. Chaque fin de mois, voilà ce que je peux payer. Et on s'entend et vous payez comme ça chaque fin du mois jusqu'à la fin. Donc, on a 6 mois passés ensemble. Donc, à vous de voir comment vous allez vous organiser pour payer l'inscription pendant les 6 mois. Merci à tout un chacun. On va se dire à demain.